Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition du Mad Prime, un Mad Prime spécial Europe, puisqu'on va parler ce soir d'IVG, de contraception, d'éducation sexuelle, pour faire un petit peu le point et savoir où on en est. Le Mad Prime, vous le savez, c'est une émission de société et d'actualité dans laquelle on tente de faire un pas de côté dans l'actualité en compagnie d'expertes sur les sujets dont on va parler avec nous en plateau. Je suis Marie-Stéphanie Servos, rédactrice en chef de Mademoiselle, si vous ne me connaissez pas, et je suis accompagnée d'Elisa Covo, qui est journaliste société chez Mademoiselle. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de cette émission. Cette émission s'inscrit dans une série de Mad Prime spéciale Europe, organisée en partenariat avec les jeunes européens et cofinancée par le programme Erasmus+. On avait déjà abordé la question des droits des personnes LGBTQI+, dans une première émission que vous pouvez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va se pencher donc sur la question des droits sexuels et reproductifs en Europe, donc notamment à travers la question de l'IVG, de la contraception et aussi de l'éducation sexuelle. Pour en parler avec nous ce soir, nous sommes en compagnie de Eulalie Deneville-Cesbron. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Vous êtes juriste, spécialiste des droits reproductifs des femmes au niveau européen. Tout à fait. Et nous sommes aussi avec Lola Schulman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable plaidoyer droits des femmes et minorités de genre chez Amnesty International France. Donc vous serez avec nous ce soir pour parler de ce vaste sujet, puisqu'on va tenter de comprendre et d'approfondir tout ça, mais aussi de vous donner des ressources à vous qui nous regardez pour en savoir plus, pour aller chercher des informations claires aussi, sans risque de fake news. Et tout au long de ce live, on aura aussi un petit quiz pour tester un peu les connaissances des personnes qui nous regardent, et puis nos connaissances aussi personnelles en matière de droit européen. Et puis de culture finalement autour des droits des femmes. Donc n'hésitez pas à interagir pareil dans le chat. D'abord, on va poser le cadre. Les droits reproductifs et sexuels, c'est quoi ? Selon l'OMS, qui en a donné une définition en 2006, le concept de santé sexuelle et reproductive recouvre non seulement la planification familiale, mais aussi la santé natale et néonatale, la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH, la gestion de l'avortement ou encore le traitement de l'infertilité, sans oublier la liberté de choix de sa sexualité ou l'information et l'éducation sexuelle. Ces droits dont on parle ici... Le droit à l'IVG, à l'éducation sexuelle et à la contraception, ce sont des droits qui sont aujourd'hui menacés. On va voir comment, on va voir pourquoi. Et on va voir ce qu'on peut faire pour défendre ces droits. Mais avant tout, moi, je voulais vous interroger, Eulalie et Lola. Lola, voilà, c'est ça. J'ai cru que j'étais en train de manger votre prénom. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition ? Est-ce qu'elle vous paraît toujours juste, puisqu'elle date de 2006 ? Est-ce que vous avez peut-être des choses à préciser ou à ajouter à propos de cette définition ? Je rajouterais, quand je l'écoutais, je me disais, il manque quelque chose sur la question de non-discrimination aussi dans la jouissance de ces droits. C'est aussi le fait de pouvoir jouir de sa sexualité sans entrave, sans pouvoir être poursuivi et sans discrimination. Et je pense que ça, c'est important parce qu'on voit aussi les évolutions aujourd'hui sur la question de l'accès aux droits pour toutes les personnes, aussi en fonction de son orientation sexuelle, et de pouvoir aussi intégrer ça quand on parle de droits sexuels et reproductifs. Donc c'est peut-être à mettre à jour, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, Eulalie ? C'est vrai que la question de la discrimination, elle est hyper importante, et bien sûr que les droits reproductifs et sexuels, finalement, ils touchent tout individu. Ça, c'est bien sûr hyper important. Et cette définition, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, elle est hyper large et elle inclut plein de choses. Et c'est ça qui la rend riche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les droits sexuels et reproductifs, ils datent maintenant des années 70-80, où il y avait ces mouvements féministes, ces mobilisations, où justement, on s'est dit, va falloir qu'on se bouge autour de ces droits, à la contraception, à l'avortement, etc. Et puis aussi tout ce qui était lié à
la démographie. Et c'est vrai que dans ces années 70-80, il y a eu les premières définitions. Et il y a eu ces définitions au niveau du droit international. Et maintenant, on voit que finalement, il y a une pluralité de textes sur ces droits sexuels et reproductifs et qui sont un petit peu variables. Parfois, on parle de droit génésique aussi. Donc il y a une pluralité de termes. Mais l'idée, c'est que c'est des droits humains et qui touchent à la sexualité et à la procréation. Et cette idée, c'est des droits sexuels et reproductifs, d'être libre, sans entrave, sans discrimination, et ça touche à l'éducation, le congé maternité, ça revêt vraiment plein de choses. Alors, on a une première question dans le cadre du quiz qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à répondre. L'objectif, c'est de se questionner ensemble. Et cette première question, c'est la suivante. Quel est le premier pays en Europe à avoir légalisé l'avortement ? Question qu'on peut peut-être mettre à l'écran. Oui, complètement, c'est ça. Et je vais appuyer sur la scène PC. Voilà. La question s'affiche. Donc, quel est le premier pays en Europe à avoir légalisé l'avortement ? Là, tout de suite, comme ça, quand je vous pose la question, j'avoue que nous, en travaillant l'émission, on a été un peu étonnés des réponses qu'on a trouvées. Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout? Elle nous a été soufflée tout à l'heure, nous aussi. Est-ce que ce serait pas Elisa qui vous l'aurait soufflée? Mais c'est vrai qu'elle est très surprenante. Alors, je ne sais pas si dans le chat, il y a des réponses, il y a des personnes connectées. Il n'y a pas de punition si c'est une mauvaise réponse. Donc, vraiment... n'hésitez pas, la réponse est assez étonnante. Voilà. Et je me rends compte qu'en plus, je vous ai donné le deuxième pays à avoir légalisé. Est-ce qu'il y avait eu, parce que ça dépend au niveau de l'Europe, ce qu'on considère aussi au niveau Europe. Parce qu'effectivement, il y avait une vision un peu plus large, mais je ne sais pas s'il y a déjà des... Écoutez, il n'y a pas de réponse. Je pense que les gens n'osent pas. C'est toujours comme ça, comme dans une assemblée, lors d'une conférence. Les gens ont toujours du mal à poser la première question. Voilà, donc là, à donner la première réponse. Et alors, effectivement, ça dépend d'où on se place. Si on parle vraiment de l'Europe au sens, au sens le plus large, au final, au sens du continent, eh bien, il s'agit de la Russie. Voilà, puisque c'est Lénine, à l'époque de l'Union soviétique, qui lève l'interdiction de la pénalisation, qui lève la pénalisation de l'avortement en 1920. Donc c'est étonnant, on ne s'attendait pas à cette réponse-là. En fait, quand on regarde l'histoire de l'URSS, à l'époque, ils avaient des politiques justement tournées autour de l'avortement, et ils ont été pionniers notamment dans la pilule abortive. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est une histoire qui est méconnue, mais qui mérite pourtant d'être su. Ouais, complètement. Le deuxième pays, je pense, va nous surprendre aussi peut-être. Encore plus, parce que ça fait... on ne va pas spoiler, mais en tout cas, voilà, si pour les gens qui nous regardent et qui connaissent un petit peu l'actualité autour des droits sexuels et reproductifs en Europe, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que la Pologne est un pays dont on va reparler, qui est assez contraignant. Et la Pologne, en 1932, est le premier pays en Europe à légaliser l'avortement en cas de viol ou de menace pour la santé de la mère. C'est un premier pas. C'est pas tout, mais c'est un début. Je crois qu'à chaque fois, ça a été rapidement, ils sont revenus à chaque fois, que ce soit l'URSS, quelques années après, ou même la Pologne, ils reviennent sur ces droits-là. C'est-à-dire qu'on est à chaque fois sur aussi ce moment-là, tout d'un coup on est avancé, mais après quelques années, on peut revenir aussi sur ce droit. Sur un backlash, finalement. Déjà, effectivement, rien n'est figé. Et beaucoup de choses bougent, pas forcément pour le mieux. Voilà. Et il y a aussi un autre pays qu'on a noté dans les réponses en 1935, c'est l'Islande, qui légalise l'avortement dans des conditions limitées. Et puis bien sûr, si on en vient au niveau français, c'est en 1975, cette date assez symbolique. C'était la première question de notre quiz. Je crois que c'était une réponse plutôt intéressante. Aujourd'hui, qu'en est-il le droit à l'IVG? Est-ce qu'il est partout en Europe, Lali?
Alors, quand on parle justement d'Europe, c'est vrai qu'il faut savoir où est-ce qu'on se situe, mais là, je crois qu'on va parler dans les États européens, sur le continent géographique. Finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'États où l'avortement est autorisé, légalisé, plus ou moins de manière restrictive, mais en tout cas, il y a beaucoup d'avortements, d'États où l'avortement est possible. Il n'y en a que 2. Il me semble, où c'est interdit, donc à Malte et en Andorre. Donc voilà, donc on a plutôt un paysage européen favorable, en tout cas, au droit à l'avortement. En théorie, du coup. On va y revenir, mais... Dans les textes. Et avec des disparités, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est construit, et on le voit même dans les simples dates que vous avez données, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est construit de manière très... chacun a son rythme, quoi. Entre dans les... nous, c'est les années 70, mais pour d'autres pays, je crois le Portugal, c'est beaucoup plus récent. Et donc, finalement, on voit qu'on n'est pas du tout face à un espace homogène sur ces questions-là. Nous, ça nous semble ancien, mais finalement, c'est quand même récent. Faut se rendre compte que 1975, voilà, ça reste encore très récent. Et pour d'autres pays européens, donc Portugal, je crois que c'était genre dans les années 2000. Et donc là, on est encore sur quelque chose d'encore plus récent. Et donc, c'est intéressant de voir que ça s'est construit. Il y a eu des mouvements féministes, etc., qui n'ont pas obtenu gain de cause au même moment que nous, qui ont eu des victoires finalement beaucoup plus récentes. Voilà, je pense évidemment à l'Irlande, parce qu'Amnesty, on s'était beaucoup investi dans la bataille pour justement la question du droit à l'avortement en Irlande, et ça a été des vraies batailles aussi dans des pays à forte dominance catholique, qui est très réfractaire, et donc c'est aussi des femmes qui se sont mobilisées pendant des dizaines d'années, même après nous, pour obtenir cette victoire. En fait, au niveau européen, post-Seconde Guerre mondiale, il y a eu des grands textes qui sont venus protéger les droits humains, les droits fondamentaux, les droits de l'homme, on va dire droits humains ici, et qui sont venus notamment consacrer le droit à la vie. Donc ça, c'est des grands textes, et voilà, post-Seconde Guerre mondiale, on comprend ce contexte et cette nécessité de protéger le droit à la vie. Et en fait, bien souvent, certains États, notamment l'Irlande, mais même par exemple l'Allemagne, a le droit à la vie dans les premiers articles de la Constitution. Et en fait, c'est vrai que ce droit à la vie qui est consacré constitutionnellement, en fait, il vient bloquer en fait les avancées par rapport à la légalisation de l'avortement. Peut-être ce qui pourrait être utile pour les personnes qui nous regardent, ce serait de voir un petit peu à quoi ressemble la map, l'organigramme des différentes institutions européennes, pour qu'on sache exactement de quoi on parle quand on parle par exemple de directives européennes, ou quand on parle de politique ou de loi. Voilà. Dans quel cadre on se place. Donc là, on a un premier organigramme qui est en fait un schéma de l'Europe concentrique. Est-ce que, Eulalie, vous voulez nous en dire un peu plus? Alors, je vais essayer. C'est vrai que c'est une partie qui est un petit peu pénible, même pour nous les juristes à l'université. Voilà, le droit européen, c'est très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Europe, donc il y a les États, les différents États, et au niveau européen, certains États ont décidé de s'associer. Et il y a eu 2 grandes associations, ce qu'on appelle des organisations internationales. Il y a celle que vous connaissez très bien, c'est l'Union européenne. Donc pareil, c'est une organisation internationale qui s'est montée post-Seconde Guerre mondiale, et donc qui compte aujourd'hui, je crois, 27 États membres. Donc il y a la sortie de l'Union européenne. Et donc, en fait, dans cette organisation internationale qu'est l'Union européenne, ce sont des États qui ont décidé de former un club, une association, autour d'objectifs précis, plutôt économiques au départ, et puis on voit que ça s'est renforcé au niveau politique, social, etc. Mais voilà, du coup, il y a un droit de l'Union européenne avec des institutions européennes, donc il y a ces 27 États membres, et donc il y a plusieurs zones, la zone euro, la zone Schengen, etc. Et au sein donc de l'Union européenne, il y a différentes institutions qui prennent les décisions, donc le Conseil européen, la Commission européenne, le Conseil de l'UE, le Parlement européen. Donc voilà, ça fait vraiment un millefeuille d'institutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que
là, le dernier traité important, donc c'est le traité de Lisbonne, qui a été signé en 2009. Et donc, voilà, c'est le traité fondateur de l'Union européenne, avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc voilà, ça, c'est les textes piliers. Et en fait, l'idée de l'Union européenne, c'est que les États, en fait, ils ont fait un transfert, en fait, de certaines de leurs compétences à l'Union européenne. Parfois, les compétences, elles sont partagées entre l'État et finalement l'Union européenne, les institutions européennes. Et ce qui fait que quand on parle de droits sexuels et reproductifs, en fait, il faut savoir est-ce qu'on a transféré des compétences ou non à l'Union européenne? Est-ce que ce sont des compétences qui sont partagées ou est-ce qu'elle n'a pas de compétences? Donc voilà, en fait, l'idée, c'est la réponse, c'est plutôt non, même si voilà, on va pouvoir parler de l'avenir et des perspectives au niveau de l'Union européenne. Mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est qu'on a cette Union européenne avec ses différentes instances décisionnaires. Et là où ça complexifie un peu la chose, c'est que au niveau européen, il y a une autre grande organisation internationale qui est hyper importante, qui s'appelle le Conseil de l'Europe. À ne pas confondre avec le Conseil européen. Voilà, c'est là toute la petite difficulté. Et en fait, le Conseil de l'Europe, c'est l'autre grand club, et qui est vraiment 2 fois plus grand. Et la Russie vient d'en sortir. Et en fait, ce Conseil de l'Europe, l'idée, c'était de signer un texte, la Convention européenne des droits de l'homme, qui donc avait pour but, post-guerre, de justement protéger les droits fondamentaux post-Seconde Guerre mondiale et de les garantir. Et il y a une grande institution que vous connaissez, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, qui vient garantir finalement le texte de la Convention européenne des droits de l'homme. Et juste pour terminer, le Conseil de l'Europe, il a fait un texte fondamental, c'est la Convention d'Istanbul, qui est donc la convention. Alors, je n'ai plus l'intitulé exact. C'est la Convention Istanbul pour la question contre les violences domestiques et pour les droits des femmes, et qui a été signée en 2011 à Istanbul, d'où le nom Convention d'Istanbul. À notre très grand regret, la Turquie, qui a été signataire du texte, s'en est retirée. Donc, c'est une Convention d'Istanbul sans la Turquie, sans Istanbul. Et qui consacre les droits des femmes, et qui est essentiel. Et notamment sur les violences faites aux femmes, donc c'est vraiment un texte hyper important et qui est un texte contraignant pour les signataires, donc qui est un texte qui a de l'avenir. Donc voilà, donc on a ce paysage européen qui est vraiment complexe, mais voilà, où il se passe des choses. Mais c'est intéressant, je me permets, parce que du coup, vous parliez de qui, en fait, entre ces institutions et les États décident finalement. Si je traduis les termes juridiques que vous avez employés, c'est de qui décide. Et du coup, on en reparlera, mais il y a des cas dans lesquels ce sont ces institutions qui décident par d'écoulement sur les États, et d'autres où les États sont décisionnaires. Libre total. Typiquement, il y a une matière, c'est tout ce qui touche à l'agriculture et la pêche. C'est l'Union européenne qui a une compétence exclusive. Voilà, sur la monnaie, du coup, avec la zone euro, etc. Donc voilà, elle a des compétences exclusives qui sont assez restreintes, mais après, elle a des compétences partagées et des compétences d'appui. Donc là où elle vient, sur ces compétences d'appui, elle vient donner des lignes directrices aux États, les pousser dans certaines directions. Et en fait, il y a en matière de santé, c'est un petit peu technique, mais en matière de santé, elle a quelques compétences, mais qui sont des compétences très limitées, ce qui limite en fait son champ d'action et son intervention en fait au niveau des droits sexuels et reproductifs. C'est pour ça que actuellement on ne peut pas parler d'un droit à l'avortement dans l'Union européenne. Enfin, en tout cas au niveau des textes de l'Union européenne. Bien sûr, on peut en parler dans chaque État membre, mais pas au niveau des institutions de l'Union européenne. Même si on peut en reparler. Il y a quand même eu des perspectives. On va en parler. On reviendra là-dessus, effectivement. Alors, la question que l'on avait envie de vous poser en ce début de live, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a seulement en fait 2 pays en Europe qui bannissent complètement le droit à l'accès à l'avortement. Donc pourquoi est-ce qu'on a ces débats aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce que c'est important qu'on soit là autour de ce plateau aujourd'hui pour parler de ces questions? Est-ce que c'est pas acquis déjà?
Mais c'est important déjà même deux, c'est déjà beaucoup. Non, mais parce qu'il faut se rendre compte, il faut penser aux femmes, aux filles qui vivent dans ces pays. Même s'ils sont petits. Même s'ils sont petits, ça fait du monde quand même. Ça fait quand même du monde. Et même si voilà, ils peuvent trouver d'autres moyens. En fait, c'est la question de l'accessibilité, quoi. Et c'est-à-dire qu'on empêche des femmes, des filles de ces pays d'avoir accès à ce droit. Et après, et c'est important de se rendre compte, c'est-à-dire que on en a parlé, c'est-à-dire qu'au niveau historique, mais ce n'est pas acquis. Et donc, c'est important de parler de ce droit, de faire connaître ce qu'il en est, et surtout d'étudier les législations en place, parce qu'il y a beaucoup de restrictions dans certains pays. Dans certains, il y a des reculs. On va peut-être sûrement parler de la Pologne, qui est un des pays dans lesquels ça recule. Et c'est aussi des stratégies, si je puis dire, de la part des États de contournement, en disant que c'est pas tant mettre fin à l'avortement, mais trouver des moyens détournés, en fait, pour attaquer les mouvements féministes et les femmes sur la question aussi des droits sexuels et reproductifs. Donc, en fait, c'est important et c'est essentiel d'en parler, c'est essentiel de connaître et de se dire, justement, c'est pas une lutte finie. Je pense sur la question des droits des femmes, rien n'est jamais fini, rien n'est jamais acquis. Et je pense l'histoire récente, on a bien ça en tête. Et de se dire que voilà, c'est important justement d'en parler, de faire connaître, qu'on en ait conscience que ça reste fragile pour justement maintenir une forme de pression là-dessus, quoi. Parce que ce qui est important derrière justement cette notion que c'est pas acquis ces droits-là, c'est que derrière il y a la vie des femmes en jeu. En fait, c'est ça qui est important, c'est ce qu'on se rappelait tout à l'heure avant l'émission. Il y a un peu moins de la moitié des avortements dans le monde qui sont réalisés de manière non sécure. Donc ça veut dire que là, à l'heure actuelle, il y a des femmes qui ont recours à l'avortement dans des conditions d'hygiène, de santé, qui mettent en fait leur vie en péril. C'est 45%, c'est ça? Je crois à vérifier, mais un peu moins de la moitié. Mais pour dire que c'est quand même vraiment énorme. Et puis au-delà de ça, c'est des enjeux d'égalité homme-femme, de santé. Donc c'est vraiment des enjeux qui sont primordiaux. Je ne sais pas si ça questionne peut-être dans le chat les chiffres dont on parle qui sont assez éloquents, ou est-ce que ça vous surprend? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous le dire et à poser des questions aussi à nos invités. Alors, on parlait tout à l'heure de l'Union européenne, de la prise de décision et peut-être de la direction dans laquelle l'Union européenne va sur ces questions-là. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Quel est le positionnement de l'Union européenne? Y a-t-il un positionnement? Quelles sont peut-être les directives? Je sais qu'en juillet 2022, il y avait un souhait de modifier la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. On en est où? Voilà. C'est le souhait, je crois que c'est les députés, c'était le Parlement européen. Donc là encore, on est sur des différences. Et voilà, le cadre que montrait Eulalie tout à l'heure, enfin voilà, c'est la complexité. C'est que là, on est sur des députés européens qui émettent un souhait. Donc voilà, c'est-à-dire que on est sur une impulsion politique en disant voilà, les députés souhaitent que le droit à l'avortement soit inscrit dedans. Après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe après. Et malheureusement, il ne se passe pas forcément grand-chose après, puisqu'il n'y a pas de texte et il n'y a pas de mandat de l'Union européenne d'agir sur la question des droits sexuels et reproductifs. Et c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que juillet 2022, ça suivait l'abrogation de Roe versus Wade aux États-Unis. Qui envoyait quand même un signal extrêmement catastrophique pour le monde entier, d'abord pour les États-Uniennes, mais au-delà de ça pour toutes les femmes du monde, parce qu'on parle souvent de ce backlash et de ces quelques années d'écart, de retard que l'Europe peut avoir sur les États-Unis concernant ces sujets. Mais on voit quand même que même si, bon, bien sûr, c'est politique, c'est un souhait, un souhait des députés, c'est politique, ça répond à un temps fort de l'actualité. Donc, c'est récupéré en quelque sorte. Mais en même temps, on voit aussi qu'il y a des blocages plus que juste on fait quoi après. Il y a des blocages. La présidente du Parlement européen est ouvertement anti-avortement. Je pense qu'on peut en parler. Oui. Moi, juste quand même un petit pour revenir un petit peu sur l'historique, parce que c'est important. Malgré tout,
en fait, dès le départ de l'Union européenne, même si ça n'avait pas ce nom-là à l'époque, l'égalité homme-femme, c'était quand même une valeur fondatrice des traités. Et très rapidement, puisque l'Union européenne est compétente notamment en matière de droit social, donc c'est tout ce qui touche aux règles de la sécurité sociale, du travail, etc. Il y a eu plein de directives qui sont venues finalement parler du congé maternité, de la protection contre le licenciement pendant la grossesse, de l'égalité salariale, etc. Donc il y a quand même eu au niveau de l'Union européenne de grandes impulsions en matière d'égalité hommes-femmes, surtout sur ce domaine-là, donc du droit social. Et puis malgré tout, récemment, alors c'est des textes qui n'ont pas de valeur contraignante, c'est-à-dire ça ne va pas venir contraindre les États à légiférer, mais en tout cas, c'est des invitations, souvent c'est des résolutions du Parlement européen, donc il y en a une récemment, je crois que c'était suite cet été, et je crois qu'il y en a eu d'autres aussi suite à des événements en Pologne, etc., où le Parlement européen a pris des résolutions en rappelant l'importance de garantir des droits sexuels et reproductifs en Europe, et notamment de garantir un égal accès de manière effective, sans discrimination, à l'avortement. Donc il y a quand même une volonté, des messages qui sont envoyés et des directions que certains parlementaires aimeraient voir au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est quand même, il y a quand même un souffle en faveur. Une petite précision qui n'est pas petite et qui, je pense, est très importante pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Vous parlez de directives, de résolutions, qui sont ou non contraignantes. Laquelle de ces deux est contraignante, et dans comment ça intervient en fait? Qui choisit de voter telle résolution, telle directive, et comment elle est contraignante pour les États après? En fait, il y a plusieurs... Les instances européennes peuvent voter plusieurs types de textes. Et parmi ces textes, il y en a qui sont contraignants. Typiquement, la directive. La directive, c'est un texte en fait, qui va être voté au niveau de l'Union européenne et en fait, qui va... demander une transposition dans l'État membre un peu plus tard. Ça, c'est un des actes que l'Union européenne peut faire qui va être contraignant. Et il y a d'autres types d'actes, comme les recommandations, les résolutions, qui ne sont pas du coup contraignantes. Et là, en l'occurrence, les textes sur lesquels l'Union européenne s'est prononcée sur les droits sexuels et reproductifs, ce sont des textes non contraignants. En gros, ce sont des invitations. Des orientations. C'est une suggestion, un conseil, c'est ça, qu'on peut ou non. Et même dans ces politiques globales, l'Union européenne, en ce moment, elle a un programme dédié justement à l'égalité homme-femme, aux violences faites aux femmes. Elle se prononce quand même de plus en plus. Donc on voit qu'il y a des efforts très clairement qui sont faits de ce côté-là. Mais voilà, il reste des blocages. Mais je pense que là où il y a une vraie vigilance à avoir, c'est que donc il y a un projet en ce moment au niveau de l'Union européenne d'avoir une directive, donc un texte contraignant sur la question des droits des femmes. Donc on pourrait se dire que c'est important et que ça peut que aller dans le bon sens. La question, c'est de se dire pour mettre d'accord les 27 États membres, faut trouver un accord, en fait, que ce soit par exemple sur la question de l'avortement, sur combien de semaines, par exemple. Sauf qu'on le voit bien qu'au niveau européen, dans chaque État membre de l'Union européenne, il y a une telle disparité sur la question au bout de combien de semaines on peut avorter, que ça va être compliqué de se mettre d'accord sur un nombre de semaines. Et là, on va avoir un souci, c'est-à-dire qu'en France, on est passé l'année dernière de 12 à 14 semaines pour avorter, c'est qu'on peut se retrouver avec un texte qui est défavorable par rapport à ce qu'on a, nous, en France. Donc, par exemple, qui prévoit jusqu'à 10 semaines, qui peut être... mais théoriquement, les États pourront être plus protecteurs. Mais ça peut quand même se jouer à des choses suivant aussi ce qu'on peut avoir comme prochain gouvernement
en France même qui souhaiteraient revenir sur la durée, notamment de droit à l'avortement, ou dans d'autres pays pour lesquels ça risque d'être compliqué. Voilà, c'est-à-dire que c'est comment de se dire aussi qu'il faut, et donc là, si on a ce projet de texte européen, que ce soit par le haut. C'est-à-dire que la question des droits des femmes, la question du nivellement et des droits sexuels et reproductifs ne doit pas se faire par le bas. Et donc, ça doit être un enjeu. Et aujourd'hui, le Parlement européen, il y a aussi quand même des groupes quand même d'ultra-droite aussi très conservateurs et qui ne souhaitent pas justement qu'il y ait ces avancées qui se passent sur la question des droits sexuels et reproductifs. Donc, c'est important d'avoir en tête aussi ces positions politiques parce que l'Union européenne aujourd'hui, en termes de progression sur la question des droits sexuels et reproductifs, voilà, on peut aussi aller vers quelque chose qui pourrait être potentiellement dangereux aussi et de remise en question sur plusieurs droits. Donc, il faut se batailler, il faut mener la bataille. C'est ça. Oui, et puis au niveau des blocages, notamment, ça c'est... Encore une fois, c'est hyper technique, mais dans les conditions de modification, d'adoption des textes, c'est très difficile, effectivement, parce qu'il y a certaines procédures où ça demande l'unanimité. Or, on sait très bien que l'unanimité... Les 27 doivent être d'accord, voilà. C'est impossible. Voilà, très clairement, on ne l'a pas, et même... dès qu'il y a eu le traité de Lisbonne, la question du traité de Lisbonne en 2009, on avait déjà des États, l'Irlande, la Pologne, etc., qui étaient finalement contre ce traité de Lisbonne parce que voilà, ils avaient peur, notamment la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, etc., qu'il y ait ces débordements sur le droit à l'avortement. Donc déjà, en fait, il y avait ces États et puis bon, ça continue au final, les blocages. Donc voilà, pour l'instant, les technicités font qu'on n'y est pas encore, même si voilà, il y a la volonté. Ça semble compliqué. Peut-être qu'on peut passer à notre deuxième question. Passons à notre deuxième question. N'hésitez pas encore une fois à répondre dans le chat. Sachant qu'on a spoilé. Oui, on a déjà donné la réponse. On a déjà un peu spoilé, mais bon, on voit rien. Ah, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça? Petit souci technique. Ouais. On va revenir au plan large. Le temps des branchements sont bons. Ouais. Est-ce que c'est bon? Non, on voit un écran violet, qui est un très joli violet, mais qui n'est pas du tout le bon écran. Bon, je vais lire la question à la place. Voilà. Quels sont les pays européens qui ont les lois les plus restrictives en matière d'avortement? On en a un petit peu parlé déjà. N'hésitez pas à répondre. N'hésitez pas à nous poser, à répondre et également à nous poser vos questions. On a donné des indices quand même, donc franchement, vous avez déjà quasiment les réponses. On va pas demander à nos invités d'y répondre parce qu'évidemment elles le savent déjà, donc c'est un peu triché. On vous laisse réfléchir à cette question. On reviendra sur la réponse juste après. Moi, je voulais quand même revenir sur parce que on a évoqué rapidement la présidente. Du Parlement européen. Qui est-elle et quelles sont ses positions? Est-ce que l'une de vous deux peut nous en parler un petit peu? Moi, je ne la connais pas personnellement. J'avoue que je ne suis pas intéressée à la biographie de ce personnage, si ce n'est qu'elle vient en fait de Malte, qui est l'un des pays historiques, du coup résistants à la légalisation de l'avortement. Et ce qui est important, et on commence à le savoir dans les politiques genrées, d'égalité homme-femme, etc., ce qui est important, ce sont les modèles. Et d'avoir des modèles et des messages forts. Et là, très clairement, de mettre cette personne, finalement, qui vient d'un État et qui se prononce, justement, contre l'avortement et sa légalisation, ça interroge. Ça interroge sur le message que l'on envoie, et alors même qu'on est dans un contexte finalement où on voit qu'il y a de gros blocages, notamment dans des pays importants comme les États-Unis, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc voilà, d'avoir ces modèles, ces messages un petit peu défavorables. Voilà, ça nous montre que il faut toujours être attentif finalement et toujours être vigilant, être vigilant, etc. Ouais.
Je ne sais pas si on peut retenter de mettre la question, on va essayer. On a un souci technique qui persiste. Voilà, bon, c'est pas grave, on a toujours ce bel écran violet. On va reposer la question une dernière fois. Quels sont les pays européens qui ont les lois les plus restrictives en matière d'avortement ? Et je pense que tu peux couper court au suspense qui vous tient tous en haleine. Effectivement, alors on l'a dit, les 2 pays qui ont carrément interdit l'avortement, c'est Malte et Andorre. Mais malgré tout, on a quand même d'autres pays, comme par exemple la Pologne, on en parlait tout à l'heure, qui ont des lois extrêmement restrictives. Depuis 2021, la Pologne a interdit l'avortement en cas de grave malformation du fœtus, même mortelle, ce qui fait qu'elle rend l'IVG en fait quasiment illégale, excepté dans les cas de viol, d'inceste ou de danger pour la vie de la mère. Et quand on va à l'encontre de cette loi et qu'on décide quand même d'avorter, on encourt jusqu'à 25 années de prison, vous avez bien entendu, et parfois même perpétuité dans certains cas. Ça pose une question quand même, parce que techniquement, elle n'est pas complètement illégale, mais donc il y a une différence entre interdiction et encadrement, peut-être. Et surtout, en plus, c'est pas tant donc sur la Pologne, parce que on a vu, donc il y a eu des décisions défavorables, donc qui sont très récentes. Donc là, c'est pour dire que là, il y a eu un retour en arrière en Pologne. C'est important de le noter. Il y a eu une grande mobilisation des associations féministes en Pologne qui font un travail remarquable. Et ce sont aussi là des lois qui ont attaqué toutes les personnes qui viennent en aide. Parce qu'en fait, et là, on l'a retrouvé, quand il y avait eu même au Texas, juste avant Roe versus Wade, il y avait eu déjà, et ça a été le premier de Roe versus Wade, c'est-à-dire la décision au Texas qui a entraîné cette décision ici en disant que voilà, toutes les personnes qui viennent en aide, donc c'est-à-dire que l'entourage, c'est-à-dire que même au Texas, c'était une amie qui prenait en voiture une femme qui souhaitait avorter pouvait elle-même être poursuivie. On pouvait dénoncer aussi une personne lorsqu'on savait qu'elle était allée se faire avorter. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans ces situations-là. Et en Pologne, c'est la même chose sur la question des associations féministes qui sont poursuivies. On a également la Hongrie, et c'est des lois donc, qui vont en même temps directement cibler la question du droit à l'avortement, mais c'est aussi toutes les lois autour qui vont permettre, en fait, qui sont plus insidieuses, mais qui vont mettre des entraves, des obstacles, en fait, aux femmes pour pouvoir avorter. Et c'est également la question, donc peut-être que vous en avez parlé lors de votre émission sur les questions LGBTI, mais c'est aussi la question des minorités de genre et de l'accessibilité aux minorités de genre aussi, aux questions des droits sexuels et reproductifs. Et donc, c'est important de se rendre compte qu'on est aussi dans un contexte extrêmement défavorable. Et là, sur les questions LGBTI, bien sûr, en Hongrie, en ce moment, c'est évidemment terrible pour les personnes LGBTI dans ces pays, en Pologne aussi. Et donc, en fait, on voit bien que là, on a des liens très clairs qui se font sur la question des droits sexuels et reproductifs, sur la question des droits des femmes et des droits des personnes LGBTI. Et tout ça, il y a à prendre dans ce contexte-là de conservatisme très fort, de narratif aussi qui est mis en place, en fait, par ces États, qui tendent à cibler, en fait, tous ces mouvements de libération des droits des femmes et des droits des personnes LGBTI. Et donc, évidemment, la question des droits sexuels et reproductifs est une partie intégrante, en fait, des attaques qui sont aujourd'hui ciblées par ces mouvements conservateurs. Et donc, c'est important d'avoir ce contexte-là et de se dire que c'est quelque chose qui est sous-jacent, qu'on va voir petit à petit arriver dans certains pays aujourd'hui. Oui, pour revenir en effet sur finalement la question de la pénalisation, légalisation, l'encadrement, pour répondre rapidement sur un peu des termes techniques, quand on parle de pénalisation ou de dépénalisation, c'est le fait quand on pénalise, c'est qu'il y a une infraction dans le code pénal, et quand on dépénalise, c'est qu'on retire l'infraction. Quand on parle de légalisation, c'est le fait de donner un cadre légal avec plus ou moins d'encadrement, c'est-à-dire de définir un nombre de semaines, un processus, etc. Donc ça, c'est pour les termes techniques. Et là, ce que tu dis, c'est hyper important, parce que là, on voit qu'il y a eu une attaque aux femmes, aux individus, et finalement aux professionnels de santé, à l'entourage qui accompagnerait. Donc là, on voit ce resserrement, cette nasse un petit peu, qui entoure le droit à l'avortement. Et ce qui est quand même... moi, je n'avais pas en tête la loi pénale allemande, mais ça fait vraiment très froid dans le dos. Et puis, ce sont des peines qui sont
très très lourdes. Donc ce que ça traduit finalement, d'ériger en infraction et des infractions qui sont vraiment très importantes, ça envoie un message quand même qui est très difficile et qui finalement incite peut-être à se mettre dans des situations dangereuses. Et donc là, tout l'enjeu autour de la santé des femmes, de leur vie, et puis même des professionnels aussi qui sont là pour accompagner les femmes, ça interroge beaucoup. Oui, mais c'est vrai que non seulement il y a la pénalisation effectivement de personnes qui auraient pu venir en aide, mais il y a aussi, on va en reparler, dans différents pays, la clause de conscience. Et en faisant nos recherches avec Elisa, on est retombé sur cette histoire qui avait beaucoup fait parler en novembre 2021, il me semble, de cette femme polonaise, mère de famille, décédée dans un hôpital parce qu'un médecin refusait de pratiquer un avortement. Elle est décédée d'une septicémie. Elle avait une septicémie à l'hôpital et ça avait énormément fait réagir, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on ne conceptualise pas, nous, aujourd'hui, en France, de se dire que voilà, on peut mourir. Il y en a trois femmes, 3 Polonaises sont décédées depuis la loi qui a été adoptée en Pologne. Donc, c'est une décision constitutionnelle en Pologne. Et donc là, aujourd'hui, on dénombre à 3 femmes qui sont décédées directement parce que, soit parce qu'il y avait une malformation et ça mettait en danger directement sa vie, et donc elle n'a pas pu accéder justement à une IVG, et donc elle est décédée. Et il y a eu énormément de mouvements en fait suite à ces décès, puisqu'ils sont des décès directement liés à une loi qui va interdire en fait. Et ça va avoir, et l'effet insidieux, c'est pour toute la société. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre compte que ce combat sur la question du droit à l'avortement, c'est pas juste pour les femmes, c'est encore moins juste pour les femmes qui ne souhaitent pas garder un enfant ou une grossesse non désirée, c'est toute la société en fait qui est concernée. On parle beaucoup, nous, de justice reproductive. En fait, la justice reproductive, c'est le fait de se dire qu'en fait, les droits sont tous intrinsèquement liés et que la question des droits sexuels et reproductifs, c'est également lié à la question, évidemment, de l'égalité, mais c'est également la justice économique, c'est les questions d'égalité salariale, c'est le fait de se dire qu'une femme peut jouir de l'ensemble de ses droits. Et donc, c'est la justice reproductive qui est tout est lié, en fait. Et donc, on ne peut pas dissocier en disant, mais c'est juste, ça concerne juste, et donc on va limiter. En fait, c'est pour toute la société. Eulalie, vous vouliez ajouter quelque chose concernant la Pologne, donc avec cette décision, donc c'était en 2020-2021, il y a eu, ce qu'il faut savoir, c'est que justement pour repartir un petit peu sur la Cour européenne des droits de l'homme, la Pologne, c'est un État qui a beaucoup été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, justement pour des faits similaires à ceux qu'on vient d'évoquer, hein, donc cette question de l'accès à l'avortement et des entraves. Il y a beaucoup d'arrêts là-dessus, où on voit que finalement le système de santé ne garantit pas l'accès effectif et sécure à l'avortement. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que, et tu as raison de le souligner, le formidable travail des associations de terrain, parce qu'en ce moment, il commence à y avoir des remontées aussi au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a des saisines en ce moment. Donc, bien sûr, ça ne va pas, ça ne va pas changer, mais il y a un travail associatif militant pour faire remonter justement des affaires au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc voilà, il y a des garde-fous, je pense, qui vont être mis en place, même si la Cour européenne des droits de l'homme, pour l'instant, elle ne s'est pas prononcée sur le droit à l'avortement et la Convention européenne des droits de l'homme. Et ce qu'elle dit, c'est qu'à partir du moment où c'est légalisé, il faut que ce soit effectif. Voilà. Et concernant la clause de conscience, qui en fait, voilà, c'est une clause qui permet aux médecins de ne pas pratiquer certains actes médicaux, sauf en cas d'urgence. Sauf que, en fait, c'est là où c'est toute la question, c'est en fait, quand il y a avortement, notamment parce qu'il y a des délais, ça rend les démarches
urgente en fait. C'est peut-être pas une urgence vitale, mais en termes de temporalité, c'est une urgence pour les femmes puisqu'il y a des délais. Et ça, on pourra en reparler, mais il y a en plus de nombreux obstacles liés à la fermeture des centres hospitaliers. Voilà, enfin voilà. Je ne spoil pas trop, mais en tout cas de dire que il y a des délais en fait, et ces délais ils sont courts. Donc en fait, il y a urgence pour les femmes à ce qu'elles soient prises en charge. C'est peut-être pas vital. Et encore on peut discuter de ça, mais voilà, de dire que il faut mettre en place parce qu'il y a un délai. Donc quand il y a un délai, c'est que voilà, on doit agir dans l'urgence. Bien, c'est intéressant ça. Pardon, mais sur justement la clause de conscience, sauf en cas d'urgence, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais c'est, légalement, c'est ça. Mais parce qu'aussi, l'État est dans l'obligation aussi de mettre en œuvre. C'est-à-dire que de trouver, dans ces cas-là, qu'il y ait des solutions immédiates qui soient trouvées, en tout cas. Et donc là, c'est la question des moyens. C'est-à-dire que... Mais j'ai pas envie de spoiler. Elisa, vous guette. Je suis prête à vous. Non, mais je voulais juste donner quelques chiffres sur cette clause de conscience dont on parle pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur aussi de cette question. On est quand même sur 23 pays européens, dont la France, qui prévoit cette disposition. Il n'y a que la Suède, la Finlande et la Lituanie qui n'autorisent pas les soignants à refuser de pratiquer l'avortement. Et le taux de médecins objecteurs atteint 10% en Europe. Et si on prend certains pays comme l'Italie, ça atteint même 71% des praticiens. En tout cas, ce sont les chiffres de 2016. Et ça atteignait même presque 80% dans la région de Rome. Donc voilà. Et ça pose... C'est-à-dire que c'est extrêmement important de se rendre compte des conséquences que ça a. Parce qu'on était dans la même situation quand aux États-Unis, on disait tel État interdit et donc il suffit qu'elles aillent dans un autre État. Et là, sur l'Italie, en disant, il y a des régions où il y a des vraies difficultés d'accès à un droit. Et ça va créer des disparités énormes pour les personnes. C'est-à-dire que des personnes, des femmes qui n'ont pas les moyens de se déplacer, d'aller ailleurs, dans une autre ville, qui n'ont pas le temps, c'est compliqué pour elles de s'organiser. Ça va créer des disparités énormes, en fait, pour ces femmes dans l'accès. Et donc, au niveau territorial, suivant là où on habite, on ne va pas pouvoir avoir un avortement sécurisé dans un cadre qui est aussi digne et dans lequel qui permet aussi d'avorter en toute sérénité. Et donc, ça va être un vrai enjeu. Donc, c'est la question des disparités territoriales et c'est donc des questions de discrimination parce que suivant là où on habite, on n'a pas accès aux mêmes possibilités. Et c'est aussi des discriminations qui peuvent être aussi liées au genre. Donc, que ce soit des personnes, des personnes trans, que ce soit aussi des personnes qui vont, dans ces cas-là, être discriminées en raison de leur orientation sexuelle aussi. Ça va être également les questions de discrimination raciale qu'on peut voir dans certains États. Et donc, en fait, c'est essentiel justement de travailler, de se dire ce n'est pas acquis, parce que ce n'est pas acquis pour toutes les personnes encore. Et c'est les questions d'accessibilité, de non-discrimination au niveau des professionnels de santé qui est essentiel aussi, et de faire tout un travail là-dessus. En France, je crois qu'il y a à peu près 17% de femmes qui ont recours à l'avortement et qui doivent se déplacer dans un département voisin. Et donc là, quand on parle de conditions dignes, vraiment, c'est dingue de se dire que un avortement, ça demande des conditions confortables où les femmes peuvent avoir le choix, des méthodes, et de se mettre dans des conditions où elles sont bien. Et je pense que c'est un but, un objectif qu'un État doit se fixer, et de savoir que des femmes doivent faire des centaines de kilomètres pour avoir recours, rien que dans notre pays, c'est scandaleux. Et puis ça implique aussi un paramètre économique qui est qu'il faut avoir les moyens de pouvoir se déplacer. Exactement. Et on le voit aux États-Unis actuellement avec les disparités entre les différents États, entre celles qui peuvent en fait changer d'État et aller obtenir un délai supplémentaire pour obtenir leur avortement, et puis celles qui ne peuvent pas. Exactement. Donc, et c'est terrible. Et je pense que les États-Unis, c'est un peu un symbole parce on imagine bien, mais ça existe également en Europe. Les questions de discrimination, même raciale, c'est important d'avoir en tête. Et on avait pu même
Amnesty sur le cas même du conflit en Ukraine. Il faut se rendre compte qu'on a beaucoup d'Ukrainiennes qui, au moment du début du conflit, nécessitaient en fait un avortement et voulaient avoir recours à un avortement. Et elles se retrouvent en Pologne, un État où c'est quasiment impossible. Et donc là, dans ces cas-là, on était sur... Voilà, on se retrouve dans des situations avec des mouvements de population et des personnes qui n'ont pas accès aussi à ce droit. Ouais. Alors, on va sauter la question du quiz qui était prévue parce que vous y avez répondu. La question, c'était quels sont les obstacles pratiques que rencontrent les femmes qui cherchent à obtenir un avortement en Europe ? On a parlé de l'accès, tout simplement, de la stigmatisation et du coût. Et on va passer à la question suivante, du coup, qui est la suivante. Quel est l'impact de l'interdiction ou de la restriction de l'avortement sur la santé et les droits des femmes en Europe ? Bon, on en a un peu parlé déjà et je pense que la réponse est assez simple. Donc on va voir si on a des réponses dans le chat. J'ai l'impression que le chat n'est pas très bavard ce soir. C'est vraiment dommage. Il faut oser. C'est peut-être quand on parlera de Macron et de l'inscription dans peut-être, c'est ça. Peut-être qu'on sera plus bavard. En attendant, peut-être juste rajouter sur les obstacles. Donc la question précédente, on a aussi, même dans certains pays en fait où l'avortement est légal et autorisé et sur demande, on a aussi des pays qui imposent une période d'attente obligatoire. C'est le cas dans 14 pays. Et d'autres qui requièrent une consultation d'information obligatoire, c'est le cas dans 12 pays. Et dans certains de ces pays-là, donc par exemple en Belgique, en Allemagne, et dans certains de ces pays-là, on a justement des informations qui sont dispensées pendant ces consultations qui visent aussi à dissuader les personnes qui demandent un avortement, quoi. Ou l'obligation d'accord du conjoint. Exactement. Ça, c'est incroyable aussi, quand on y pense. Alors bon, on va répondre à cette question puisque le chat est si calme ce soir. Donc la question était quel est l'impact de l'interdiction ou de la restriction de l'avortement sur la santé et les droits des femmes en Europe ? Donc évidemment on en a parlé, l'impact c'est avant tout des avortements clandestins dans des conditions médicales qui peuvent être dangereuses pour la santé des femmes et pour l'illustrer, puisqu'on était sur l'Italie, Elisa avait donné les chiffres du taux de médecins objecteurs, donc qui refusent de pratiquer des avortements en Italie du fait de cette clause de conscience. En Italie, on compte entre 12 000 et 15 000 avortements clandestins par an. C'est les chiffres qui ont été donnés par le gouvernement italien, donc on imagine forcément que voilà, les chiffres réels sont probablement plus grands. Les ONG avancent d'ailleurs 50 000 par an. Donc on est quand même sur un gap assez important entre 15 000 et 50 000, c'est énorme. Oui, c'est énorme et en plus on a l'impression parce que je ne sais pas si vous aviez vu, il y a eu l'adaptation du livre L'événement d'Annie Ernaux il y a eu aussi un film et quand on repense aussi à ces périodes-là, quand on lit ou quand on voit le film, on a l'impression que c'est un autre siècle presque. C'est des avortements clandestins. Sauf que c'est important aussi de voir que ça existe encore. Et c'est pas quelque chose de complètement hors sol d'un temps lointain, en fait. Ça existe encore aujourd'hui. Et on est encore dans ces situations-là de femmes dont la vie peut être en danger à cause de ça. Et des femmes qui meurent directement à cause d'avortements clandestins. Et c'est important de dire que ça existe, quoi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Ouais. Et puis tout à l'heure, quand on mentionnait Rome c'est quand même, c'est une des grandes capitales européennes où il y a des restrictions très fortes. De dire que dans l'une des plus grandes capitales aujourd'hui en Europe, on n'a a priori pas vraiment accès à l'avortement. Donc voilà, au niveau européen, ça envoie un signal qui n'est pas hyper positif. Mais le grand enjeu, vraiment, c'est évidemment au niveau de la loi, mais c'est surtout l'application de la loi. Ça, c'est vraiment, quand on parlait tout à l'heure de budget, de structure, de conditions dignes, etc. C'est vraiment les deux pans qui sont essentiels. C'est d'une part la légalisation, l'encadrement, et l'encadrement le plus light possible. L'idée, c'est que les femmes, elles puissent avoir le choix
dans les méthodes, des structures adaptées. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir leur faciliter un petit peu la vie et l'accès à l'avortement. Et pour ça, faut des politiques qui sont ambitieuses, qui sont volontaristes. Et puis surtout de rappeler aussi que peu importe que, de toute façon, l'avortement ne va jamais disparaître. On le sait, les études sociologiques, elles le montrent, même dans des États où c'est interdit, il y a des avortements. Donc, autant que les avortements se fassent pas au risque de la vie des femmes et dans de bonnes conditions. Donc voilà, l'idée c'est ça, hein, c'est cet enjeu démocratique de vie des femmes, de santé des femmes qui est en jeu. Oui, parce que finalement, voilà, une femme qui voudra avorter trouvera toujours le moyen de se faire avorter, quoi qu'il arrive. En mettant sa vie en danger. Oui. Alors on va revenir. Pardon, un petit peu plus proche, puisqu'on va parler de la France et du débat aujourd'hui autour de la constitutionnalisation de l'IVG. On va en reparler tout de suite, mais avant, encore place à une nouvelle question du quiz. Oui. Alors, je vais vous lire un extrait de discours. Donc là, je m'adresse au chat, mais aussi à vous, Eulalie et Lola. Et j'aimerais que vous me disiez qui en est l'auteur et dans quel contexte ce discours a-t-il été prononcé. Donc voilà, c'est un très court extrait, mais le voici. Nous estimons que l'heure est désormais venue de passer de la maternité accidentelle et due souvent au seul hasard à une maternité consciente et pleinement responsable. C'est un pas considérable vers une nécessaire amélioration des conditions d'existence de la femme, laquelle a supporté seule jusqu'à présent tout le poids de la fécondité. Est-ce que vous avez une idée dans le chat ? C'est pas facile, franchement, j'avoue que là, c'est pas la question la plus simple. Nous, on connaît la réponse, du coup, mais est-ce que Elisa vous a spoilé la réponse ou pas ? Oui. Un petit peu. Un petit peu, oui. D'accord, je vois. Il ne faut pas donner de plus. Mais en attendant de voir s'il y a des éventuelles réponses dans le chat, c'est important de rappeler qu'un sondage IFOP de juillet dernier réalisé pour la Fondation Jean Jaurès révélait qu'en France, 81% des Français sont pour une inscription dans la Constitution de l'IVG. Donc on est quand même sur une large majorité qui est favorable à la constitutionnalisation de l'IVG. Avant d'en arriver à aujourd'hui, on va revenir sur un peu l'histoire française autour de l'IVG. Et du coup, Elisa, tu peux peut-être nous donner la réponse, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas inspiré grand monde. Alors, effectivement, ce discours, il a été prononcé par Lucien Neuwirth. Je ne sais pas comment on prononce. Neuwirth, ok. Que l'on surnommait Lulu la pilule, qui est en fait un député sous Charles de Gaulle qui a proposé de lever l'interdiction sur la pilule. Lors de ce discours qui a été prononcé en 1967 devant l'Assemblée, malgré les résistances, il a obtenu gain de cause. Il y a eu une loi en fait qui a été promulguée en décembre par Charles de Gaulle et qui a permis d'annuler la loi de 1920 qui était en place et qui avait été mise en place pour interdire la contraception et l'avortement afin de relancer les naissances en France après la Première Guerre mondiale. Lucien Lulu la pilule était soutenu par la gauche et le planning familial, mais par une grande partie de ses détracteurs, il était désigné comme un assassin d'enfants. Voilà, ce qui est assez fort. Et pour la petite anecdote, effectivement, il a découvert la pilule en Angleterre, dans la capitale, à Londres, où elle était en libre accès. Elle s'appelle Ginomine, il me semblait, le nom de cette pilule-là, qu'il ramenait pour ses connaissances de la France libre. Voilà. Et ensuite, il a fait ce discours qui a marqué un tournant dans l'histoire de la contraception en France. Vous le saviez ou pas? C'est l'interro sur la surprise. loi, oui. Après, là, je connaissais pas son petit surnom. Lulu la pilule. Non, en effet, ça, il ramenait les pilules pour ses camarades de la France libre. D'accord. Voilà. C'était un peu un dealer de pilules, plus ou moins, à l'époque. C'est-à-dire que là aussi, il y en a besoin. Enfin, c'est-à-dire que ça permet de faire entrer. Et après, on voit bien, dans certains pays, des associations qui aident et qui font venir justement des médicaments
qui permettent d'avorter sont poursuivies pour avoir fourni des médicaments. Donc elles sont aussi, si on veut dire, des dealeuses, mais qui permettent de faire respecter ce droit-là. Et elles-mêmes sont poursuivies. Et donc voilà, je pense que Lulu la pilule en Pologne, il aurait été poursuivi, il aurait pu finir en prison. Ouais. Et donc c'est important de se rendre compte que heureusement qu'aujourd'hui, on a des personnes qui font ce choix courageux en fait, d'aller à l'encontre des lois pour justement faire respecter ces droits fondamentaux. Et pour poursuivre sur ce petit moment histoire de France, plus ou moins, on a une autre question. Elisa, je te laisse. Effectivement, qui cette fois concerne la légalisation de l'IVG en France. La question que je voulais vous poser à vous qui nous regardez dans le chat, c'est quel événement judiciaire en 72 a été clé justement dans l'histoire de cette légalisation ? Est-ce que vous avez une idée ? En 72, donc on est 3 ans du coup. Avant la loi Veil. Avant la loi Veil. Vous avez peut-être une idée. vous qui êtes avec nous, Eulalie et Lola, on va vous poser directement la question. Il n'y a rien à gagner après, mais... Avant de répondre, je reviens sur je me suis notée là, sur justement la citation de Neuwirth, c'est le terme « supporter seul ». Et ça montre bien finalement que les femmes, c'est elles qui actuellement ont le poids, la charge, la responsabilité, au-delà de la contraception, finalement, de la reproduction. Et c'est là où on voit finalement qu'il y a cette inégalité, en fait, très clairement, en termes de reproduction, et d'où la nécessité aussi de faire des lois, de promulguer, de légaliser, de dépénaliser, pour justement rétablir un petit peu l'égalité et soulager ce poids, parce que c'est un point, le supporter seul, c'est ça qui l'impliquait. Donc voilà, il y a cette question derrière qui est de l'égalité dans la société. Après, concernant du coup 72, donc c'était les procès de Bobigny, et juste avant, il devait y avoir aussi le manifeste des 343. Et donc avec Gisèle Halimi, dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui, puisqu'il y avait son hommage par le président de la République. Donc voilà, c'était en effet un contexte où justement Gisèle Halimi s'est battue en amont justement de la loi Veil pour justement, alors je crois qu'il s'agissait d'une affaire justement de viol. Tu veux peut-être Elisa, vas-y. Le bon contexte. Elle assurait la défense de Marie-Claire Chevalier, qui était jugée pour avoir fait le choix d'avorter. C'était un procès qui visait non seulement effectivement Marie-Claire Chevalier, mais aussi toutes les personnes, on en parlait tout à l'heure, qui l'ont aidée à pouvoir se faire avorter. Donc il y avait par exemple sa mère. Et en fait, effectivement, Gisèle Halimi a pris ce cas individuel qu'elle a érigé en symbole universel, en transformant en fait ce procès non pas en procès des accusés, mais en fait en procès des lois qui étaient alors en place et qui encadraient, et qui étaient extrêmement répressives à cet égard. Et voilà, et donc ces procès en fait ont joué effectivement, comme vous le disiez, sur l'évolution des lois qui sont arrivées ensuite 3 ans plus tard. Et c'est vrai que c'était quelque temps après le manifeste des 343. Voilà. On sentait que c'était l'époque en fait entre la loi Neuwirth qui était juste un petit peu avant. Enfin voilà, on était en plein, c'était le mouvement du MLAC, des mouvements féministes en fait, qui à l'époque militaient justement pour faire reconnaître ces droits, cette autonomie, donc liée à la contraception, à l'avortement. Donc ça bouillonnait en fait. Et le résultat de la loi Neuwirth, c'est de la loi Veil. C'est le résultat de ces mobilisations collectives, judiciaires. Voilà. Donc voilà, ça allait arriver, et c'est arrivé à ce moment-là. Et puis voilà, après il y a eu des avancées successives dans la loi. Et alors du coup, effectivement, on va pouvoir revenir au cas français actuel. Aujourd'hui, c'est quoi le sujet en France ? Est-ce que l'IVG est menacée ? Aujourd'hui, non. Puisqu'on on voit bien que c'est un droit qui n'est pas menacé en tant que droit.
Et c'est important de le dire. Et je pense que le fait de dire que dans un futur, on espère que ça pourrait être intégré à la Constitution, permettra de le consacrer et donc de faire en sorte qu'on ne revienne pas sur ce droit, ce qui est un signal important et qui a souligné, parce que c'est un signal très fort qu'on envoie aussi vers d'autres pays en disant vous pouvez aussi faire ce choix-là. La constitutionnalisation permet, oui, c'est ça, de consacrer et d'avancer sur la question de l'avortement. Après, la question de la mise en œuvre, évidemment, et on peut toujours évidemment améliorer. Il y a à peine un an, on a eu une loi qui a permis de prolonger la durée pour avorter de 12 à 14 semaines, ce qui est une avancée. Évidemment, ce qui permet à de plus en plus de personnes de pouvoir justement accéder à l'avortement. Et c'est aussi la question donc, de l'accessibilité territoriale dont on a parlé. Et important, la question aussi des financements des associations et des structures. Parce que toutes ces lois ont besoin d'être financées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Eulalie le disait, c'est-à-dire qu'on a un cadre juridique qui existe, qui est bon. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, depuis 1975, en fait, il y a eu progressivement un allègement de la procédure. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, l'avortement, c'est quand même une procédure, alors que en termes médicaux, c'est pas si technique que ça, mais qui est très très encadré, où on demande effectivement, il y a ce délai de réflexion qui n'existe plus maintenant, il a sauté, ou voilà, il y a ce délai aussi qui est vraiment très contraignant. Là, il a été allongé. Maintenant, de plus en plus de professionnels de santé peuvent justement pratiquer l'IVG. On peut le pratiquer en structure hospitalière comme en médecine de ville. Ça peut être les médecins, les sages-femmes qui peuvent le pratiquer. Donc on voit qu'il y a eu depuis 1975 jusqu'à très dernièrement cette loi justement de 2022, c'est post-Covid, cet allongement. Maintenant on peut faire par téléconsultation. Donc on voit vraiment qu'il y a eu, ça ne va que dans le bon sens, en tout cas en France. Mais en effet, dans la mise en œuvre, il y a encore de gros blocages, notamment en termes de structure, de financement, etc. Alors que là, il y a moult fermetures de maternités, de centres d'orthogénie. Enfin, vraiment, c'est assez terrible. Et puis, cette idée qu'on ne sait pas. En fait, c'est ça, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc, autant le consacrer le plus hautement possible. Et donc, le texte le plus important en France, c'est la Constitution. Donc oui, c'est une bonne chose. Enfin, on peut que se féliciter de cette avancée, parce que aussi on espère que peut-être au niveau européen ou même dans le monde, d'autres pays emboîtent le pas en se disant c'est important de consacrer le droit à l'avortement. Donc on se félicite bien entendu, et après c'est de se doter de moyens en France pour au niveau des financements, et après continuer d'impulser aussi ça au niveau européen, c'est-à-dire que ça se passe très concrètement aussi auprès d'instances, dans la diplomatie française, et notamment au niveau de ce qu'on appelle un concept qui est la diplomatie féministe, c'est-à-dire comment est-ce que la France à l'étranger aussi porte les valeurs et ses droits qu'il défend en France, mais aussi à l'extérieur dans ses relations diplomatiques. Et là-dessus, on invite aussi la France à faire, dans sa diplomatie féministe, d'inscrire aussi la question des droits sexuels et reproductifs. Lorsqu'on va parler avec des États qui, notamment, reculent sur la question du droit à l'avortement, comment est-ce que, dans les relations bilatérales qu'on a aujourd'hui avec les États-Unis, avec la Pologne, on maintient une pression, en fait, vers ces États pour dire, mais en fait, on est en train de vous observer, on sait ce que vous faites, et on condamne fermement aussi ces reculs en matière de droits sexuels et reproductifs. Ce qu'a fait l'Union européenne, du coup, j'adore ce terme de diplomatie féministe, je l'avais jamais entendu, mais en fait, c'est ça, avec les États-Unis, la résolution de l'Union européenne, c'était d'envoyer un message très clair et très fort aux États-Unis, de dire, attention, en fait, à ce qui vient de... Voilà, attention à ce qui vient de se passer. Et on désapprouve. Et on désapprouve, et pareil pour la Pologne. Donc, en effet, c'est important cette diplomatie féministe, de pouvoir avoir des moyens et d'envoyer des messages forts. Et l'avortement dans la Constitution, ce serait un message, en effet, très fort.
Donc effectivement, il y a des choses, donc il y a des débats qui sont en cours, et notamment parce que il y a un texte qui est débattu actuellement, enfin qui a été débattu à l'Assemblée nationale et qui a été par la suite débattu au Sénat, qui a été adopté par le Sénat, qui doit retourner à l'Assemblée nationale dans cette fameuse navette parlementaire. Une adoption par le Sénat qui a été assez saluée finalement par de nombreuses personnes, même des médias, mais qui en fait est pas si positive que ça, voire pas du tout, parce que finalement dans le premier texte on parlait de droit vraiment, et dans le texte adopté par le Sénat on parle de liberté de la femme de recourir à l'IVG. On voit que c'est deux propositions différentes. En quoi c'est différent cette notion de liberté et cette notion de droit ? Et en quoi c'est important, surtout. Il y a eu un superbe article qui a été publié au Monde par 3 spécialistes, Nathalie Bajos, Camille Froidevaux-Métairie et Stéphanie Hennette-Vaucher, sur justement cette question de droit et liberté. Et ce qu'elles disent, et je suis absolument d'accord avec ça, c'est que en fait, c'est pas tant droit ou liberté qui est important ici. C'est surtout le terme qu'il y a derrière. Dans la première version, c'était la loi garantit le droit à l'avortement. Alors que dans le second texte, c'est la loi détermine. Et en fait, on voit qu'il y a un glissement au niveau du champ sémantique et lexical entre garantie. En fait, garantie, on attend de l'État une obligation finalement de garantir l'accès légal et effectif à l'avortement. Alors que dans le terme détermine, finalement, on peut imaginer, ça peut être, on détermine, mais ça peut être des conditions restrictives. Donc, en fait, c'est surtout sur ce terme-là, parce que droit et liberté, au final, parfois, on a des libertés qui sont mieux protégées que les droits, des droits, enfin, voilà, c'est pas forcément là-dessus. Et puis, c'est ce que je disais un petit peu avant l'émission. Moi, le terme de liberté, je l'aime beaucoup, parce que ce qui est important, quand on parle de droits sexuels et reproductifs, c'est la liberté de l'individu, c'est la liberté, son autonomie en fait, en termes de choix en matière sexuelle et reproductive. Donc le terme de liberté, il a toute sa place. Mais en plus de ça, ce qui est important, c'est finalement ce qu'on appelle les droits créances. C'est finalement le droit créance, c'est qu'on va obliger l'État à garantir ce droit. Et ça, c'est important. C'est à la fois de parler, voilà, d'obligation de l'État à garantir cette effectivité. Donc en fait, voilà, droit, liberté. Ce qui importe surtout, c'est l'effectivité de ce droit. Et c'est les termes, puisque c'est la liberté dans le Sénat, c'est la liberté de la femme. Et ce qui est important, c'est la question de la non-discrimination. Et donc c'est de se dire que là, tout d'un coup, c'est bon, la femme, la liberté de la femme, et de se dire que voilà, c'est aussi toute personne. Nous, on aime bien, Amnesty, être vraiment dans cette terminologie de ne pas dire que l'avortement, c'est que pour la femme, mais de se dire, d'avoir une approche vraiment ouverte en disant toute personne aussi pouvant être enceinte. Et donc là, la rédaction du Sénat, donc sur les questions droit, liberté, voilà, interroge, et aussi sur les questions de la femme, puisque ça peut être très restrictif, et aussi sur les questions d'accessibilité et de non-discrimination aussi pour les personnes. Et donc, on demande, nous, voilà, on se félicite évidemment de l'inscription dans la Constitution, et on sera, voilà, nous, vigilants à la terminologie et à la manière dont l'article sera rédigé. Mais le fait que ce soit un projet de loi, c'est très bien, puisque voilà, sinon s'orienter vers un référendum, et je pense que même si 80% des Français étaient favorables à l'inscription dans la Constitution, je pense qu'un référendum n'était pas nécessaire en cette période, de se dire qu'on allait questionner sur la question du droit à l'avortement. Après, c'est de se dire, voilà, quels moyens on dispose sur la question des droits sexuels et reproductifs, et notamment de l'éducation à la sexualité, parce que évidemment tout est lié là-dessus, et c'est important aussi qu'on dispose de moyens. Est-ce que justement c'est important éducation à la sexualité
on en est où aujourd'hui? Alors je dézoome un peu pour revenir sur l'Europe, mais c'est vrai qu'on a 19 États membres de l'Union européenne qui rendent cette éducation sexuelle obligatoire, et on en a 8 qui la rendent facultative, mais en fait dans les faits on se rend compte que finalement ces obligations ne sont pas forcément appliquées. On l'a vu récemment dans l'actualité avec 3 associations qui ont attaqué qui ont pointé du doigt, effectivement, qui ont attaqué l'État en justice parce que les 3 séances annuelles auxquelles les élèves doivent avoir droit ne sont pas dispensées. Donc voilà, est-ce que cette éducation, elle est primordiale sur cette question-là? Et est-ce que c'est par là, excusez-moi, qu'il faut passer pour mieux garantir ces droits qui sont fragiles et mieux protéger ces droits? Et bien sûr, c'est la base, la question de l'éducation à la sexualité, pour à la fois la prévention de maladies, d'infections, sur la question de la compréhension de ce qu'est la sexualité, de la compréhension de son corps. Enfin, on est sûr quand même, c'est essentiel aujourd'hui qu'à l'école, on dispense de cours à ce sujet. Mais pour dispenser ces cours, c'est aussi donner des moyens à des structures, à des associations qui soient en mesure de pouvoir le faire également. Et c'est avoir des ressources accessibles en ligne, qui sont vérifiables et vérifiées, approuvées. Voilà, qu'on combatte aussi des sites internet avec des fake news et que tout le monde ait accès à ces informations. Et donc, cette éducation à la sexualité est inscrite, on parle du tout début, dans la Convention d'Istanbul dont on parlait tout au début, sur la question aussi de la prévention des violences faites aux femmes. Ça permet, l'éducation à la sexualité est liée aussi à la question de la prévention des violences faites aux femmes et aux filles. Et c'est essentiel qu'aujourd'hui, les jeunes aient accès à ces informations. Oui. Quand on parle de moyens pour les associations, on parle de moyens financiers, de moyens humains, on parle de former peut-être les éducateurs aussi. Oui, et c'est au niveau de l'éducation nationale que ça se joue. C'est-à-dire que les chiffres qu'ont mis en avant les associations au niveau français, c'est terrifiant de se dire qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la plupart des jeunes n'ont pas, pendant toute leur scolarité, n'ont pas accès à ces informations. Donc, c'est où trouver ces informations, quelles sont les sources. Et c'est important aussi que les réflexes soient les bons et de se dire qu'on ait accès à tout ça. Donc, il y a eu des évolutions aussi positives sur la question du remboursement de la contraception. Qui est récemment. Là, je crois qu'il y a eu aussi des annonces sur avoir accès au niveau au niveau de ces règles pour avoir accès à au niveau, je ne sais plus, aux protections périodiques, voilà, c'est ça, pas réutilisables. Oui, voilà, pour les moins de 25 ans, parce qu'après 25 ans, on n'a plus de règles. Et la ménopause arrive très tôt. Voilà, donc c'est vraiment formidable là-dessus parce qu'on a l'impression que ça s'arrête aussi à un certain âge. Or, la précarité menstruelle est un vrai sujet aujourd'hui au niveau français. Il y a d'ailleurs une étude qui est sortie aujourd'hui, étude OpinionWay qui avait été commandée par l'association Règles élémentaires, qui montre que le nombre de personnes, de femmes en l'occurrence, elles n'ont pas pu élargir à toutes les personnes menstruées, mais en tout cas pour les femmes menstruées, on est passé de 2 millions de femmes touchées par la précarité menstruelle en 2021 lors de leur dernière étude à 4 millions. Donc ça a doublé en 2 ans. C'est le double, et voilà. Et effectivement, les jeunes sont la première part de la population concernée, mais en fait, ça touche quand même toutes les tranches d'âge, quoi. Oui, et puis il y a un point, c'est les mineurs, en fait, c'est déjà là où tout se joue. Et puis, là, en ce moment, par exemple, dans mon travail actuellement, je suis juriste pour une association qui s'occupe de l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la part des mineurs victimes de violences conjugales, elle existe, sauf qu'on ne s'en occupe pas beaucoup. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, du coup, d'axer l'éducation sur les mineurs et
parce que la sexualité, elle existe en fait quand on est mineur. C'est hyper important, c'est primordial qu'effectivement il y ait cet accès à la contraception, à l'avortement, à l'éducation. C'est vraiment fondamental de s'occuper des mineurs. Et puis l'enjeu derrière, c'est l'égalité homme-femme. Vraiment, et l'égalité homme-femme, c'est l'enjeu de la démocratie. C'est vraiment de ça qu'on parle. C'est un État. Voilà, l'idée, c'est d'être un petit peu ambitieux en matière d'égalité homme-femme. Donc, voilà, de garantir les droits sexuels et reproductifs dans un sens large, global, et d'en garantir surtout l'accès. Oui, totalement. Et justement, alors, on avait aussi envie de savoir, Lola, du côté voilà, des associations, des collectifs, comment ça se passe concrètement d'un point de vue action sur le terrain. Comment est-ce que vous contribuez à travers vos actions, à cet effort-là Amnesty International, ça passe par des travaux de recherche, des rapports qu'on va publier sur certaines situations, et c'est aussi des actions urgentes sur des situations et des cas précis. Et là, sur la question des droits sexuels et reproductifs et du droit à l'avortement, en ce moment, on travaille sur 2 situations. Donc, le cas en Pologne de Justyna Widrinska, qui est une femme qui fait partie d'une association qui s'appelle Abortion Dream Team en Pologne et qui est poursuivie pour avoir aidé une femme à avorter, et elle risque, au niveau donc de la loi polonaise, 3 ans de prison. Son procès dure maintenant depuis plus d'1 an. C'est-à-dire que ça fait plus d'1 an. C'est des procès à répétition. Il faut se rendre compte que tous les 2-3 mois, elle est convoquée au tribunal avec une audience, puis ensuite c'est ajourné. Donc là, la prochaine date de son procès, c'est le 14 mars. On va vers un verdict, on espère, en tout cas prochainement, parce qu'il faut se rendre compte que psychologiquement, pour ces personnes, c'est un temps judiciaire qui est extrêmement long. Qui est sans cesse, c'est une menace sans cesse sur elle. Donc, on a une action urgente sur le site d'Amnesty pour elle, et on a lancé aujourd'hui une action urgente pour une autre femme, donc en Andorre. Donc, l'avortement est complètement interdit. C'est une situation complètement ubuesque. Donc, c'est Vanessa Mendoza-Cortés. Elle fait partie aussi d'une association en Andorre. Et en 2019, lors d'une audition au comité des Nations Unies contre l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, elle dit devant le comité des Nations Unies que l'avortement est interdit en Andorre. Sauf qu'en fait, elle est poursuivie par la principauté d'Andorre pour délit de prestige auprès des institutions d'Andorre. Donc en fait, elle a juste dit la vérité, c'est-à-dire le fait que l'avortement est interdit à Andorre, et elle est poursuivie par l'État simplement pour avoir dit la vérité. Donc là, on voit bien aussi la situation, c'est-à-dire que la législation fait que l'avortement est complètement interdit dans la principauté d'Andorre, mais aussi qu'ils vont utiliser d'autres moyens, d'autres biais judiciaires. Donc là, un article du Code pénal pour cibler une militante, une défenseuse des droits, simplement parce qu'elle a dit la vérité. Donc c'est la question de la liberté d'expression, bien entendu, qui est en jeu là-dedans. Et donc voilà, là on a lancé une action urgente pour que l'ensemble des personnes puissent se mobiliser, envoyer un procureur pour demander l'abandon des charges immédiatement en Andorre. On verra aussi, puisqu'on a une particularité en France, c'est que le président de la République, donc Emmanuel Macron, est coprince de la principauté d'Andorre. Coprince. Oui. D'accord. Voilà. Je ne savais même pas que ça existait. C'est l'anecdote du soir. Ouais. Donc voilà, de voir comment est-ce qu'il peut aussi... en tout cas, pour nous, c'est important qu'ils prennent la parole à ce sujet. Et donc, Vanessa risque d'avoir une amende qui peut aller jusqu'à 30 000 € et une inscription d'avoir un casier judiciaire, simplement pour avoir dit la vérité. Donc là, on voit bien aussi comment les États vont utiliser d'autres biais pour cibler aussi les actions des associations. Ouais. C'était la question que je voulais vous poser aussi, Lola, c'est quelles sont en fait les pressions qui pèsent sur les défenseuses des droits humains dans ces pays-là? Mais c'est un peu, malheureusement, c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde, c'est-à-dire que c'est des moyens qui sont utilisés pour contrer en fait l'organisation des mouvements féministes. Et c'est important de montrer que
l'organisation même des mouvements féministes inquiète, dérange les États autoritaires, puisqu'ils vont trouver d'autres moyens, d'autres biais pour essayer de contrer et d'interdire, en fait, de museler aussi les associations. Et donc, ce qui est inquiétant, c'est évidemment le fait de se dire que, mais en fait, simplement en disant la vérité dans le cas d'Andorre, je risque moi aussi de me retrouver en prison. Donc, en fait, ça va aussi avoir un effet beaucoup plus large pour toutes les personnes qui souhaitent se mobiliser, et c'est bien le but aussi de ces lois. C'est pas d'attaquer Justina en Pologne ou d'attaquer Vanessa en Andorre, mais c'est d'attaquer toutes les femmes qui souhaitent aussi se mobiliser et prendre la parole, d'où l'importance de créer ces mouvements de solidarité aussi entre les différents pays, d'autant plus là en Europe, de créer des liens, parce que justement c'est important de soutenir et de dire qu'en fait non, on ne se taira évidemment pas et qu'on continuera de se battre. Et alors justement, vous parlez de mouvements de solidarité en Europe et on avait envie d'arriver pendant cet échange à quelque chose de positif. Finalement, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Parce qu'il y a des choses pas forcément très réjouissantes, comme on peut le voir autour de nous en Europe et dans le monde de façon générale. Mais il est quand même possible à travers la solidarité, à travers l'action, d'agir individuellement pour nos droits et très concrètement pour les personnes qui nous regardent. Voilà, comment est-ce que demain on agit pour nos droits? Et peut-être je me tourne vers vous, Lola, d'abord. Déjà, en ayant connaissance, je pense que c'est important de s'informer. Donc voilà, d'écouter ce genre d'émission, d'aller chercher de l'information, de creuser certains points. Enfin, aujourd'hui, je trouve qu'en plus, en France, on a plein de podcasts super féministes qui sont géniaux. On a plein d'informations, il y a plein de témoignages. Et après, pour agir, il y a plein d'associations en France, multitude d'associations féministes, et dans lesquelles on peut s'engager bénévolement, voir faire des permanences, aller voir ce qui se passe du côté du planning familial, qui reste quand même une référence sur la question des droits sexuels et reproductifs. Et il faut soutenir des associations et des structures comme le planning familial. Et c'est plus largement au niveau européen, engager les actions urgentes que Amnesty propose dans d'autres pays. Ça permet justement de créer des liens. Et c'est intéressant de se rendre compte que ça donne vraiment du baume au cœur. C'est-à-dire que lors du dernier procès, là, en février, Justina... elle a reçu tous les messages de solidarité du monde entier, des militants d'Amnesty, lambda, qui lui avaient envoyé des messages. Mais en fait, c'est essentiel, lorsqu'on est poursuivi comme ça en justice, de se sentir soutenu. Et en fait, ces actions-là ont un impact très fort aussi pour les personnes. Et c'est important donc de les mener aujourd'hui, quoi. L'information, c'est vrai, la connaissance, elle est essentielle, et des connaissances vraiment de base sur les inégalités entre les femmes et les hommes, parce que vraiment ce qu'on voit, c'est que les femmes, elles subissent des inégalités dans absolument tous les champs de la vie. Donc rien que d'avoir connaissance un petit peu les femmes, elles sont victimes de violences, combien, les statistiques dans le travail, les discriminations qu'elles subissent, etc. Rien que d'en avoir un petit peu conscience, ça finalement, ça ouvre un petit peu les yeux et ça éveille les consciences. Et puis voilà, l'action collective, c'est vraiment ce qui fera que finalement les luttes, elles arriveront, parce que on est sur de la lutte en fait. Là, avec tout ce qu'on vient de parler, même si c'est pas forcément très positif et ça peut même faire froid dans le dos, mais l'idée c'est collectivement, on arrivera à faire changer les lois, et c'est déjà arrivé. Donc voilà, collectivement, mais agissons pour nos droits, ça c'est évident. Et c'est vrai que justement, côté ressources et informations, notamment d'un point de vue légal et droit, peut-être Lali, vous pouvez nous dire s'il y a des ressources qui sont accessibles, je ne sais pas, qui existent. Alors, on vient de la citer, c'est surtout en fait le planning familial qui... Vraiment, c'est la référence en la matière. Donc, ils ont des permanences dans beaucoup de villes, et c'est les équipes, elles sont là pour délivrer une information claire, gratuite, anonyme, et voilà, les équipes, elles font un travail de terrain qui est vraiment formidable. Je crois qu'il y a un site qui est vraiment super aussi, et puis en matière de droit en général, vous pouvez aussi aller dans les CIDFF, donc c'est les centres d'information de droits des femmes et des familles, qui pareil, c'est un mouvement
associatif qui maintenant a 50 ans et dont l'objectif c'est l'accès aux droits pour les femmes. Donc voilà, si vous avez besoin, si vous rencontrez des difficultés sur des questions juridiques, et je crois que c'est au-delà de juridique, ils ont des permanences un peu plus variées sur la sexualité, sur l'accessibilité à l'emploi. Donc voilà, ça c'est vraiment 2 grandes associations nationales de référence. Alors j'ai partagé les sites internet du planning familial et des CIDFF dans le chat pour les personnes que ça intéresse. On arrive au bout de cette émission. On va quand même poser une petite question bonus qui n'était pas du tout prévue, donc désolé, vous n'êtes pas préparés. Mais voilà, pour finir sur aussi une note positive et ouverte, et inviter les personnes qui nous regardent à aller s'informer et à aller écouter et lire des choses. On parlait tout à l'heure des nombreux podcasts féministes qui existent, on en a parlé très très brièvement, qui existent en France, mais je pense aussi à des livres qui sont peut-être incontournables pour vous. Est-ce que vous avez une référence à nous donner, un conseil de lecture, de lecture ou d'écoute, mis à part d'aller lire Mademoiselle, évidemment. Oui, j'avais dit aussi Annie Ernaux. Il faut lire Annie Ernaux, et c'est toujours très bien de lire Annie Ernaux. Non, là, je pense qu'aujourd'hui, il y a La Poudre, qui reste un podcast qui est de Rennes Bastide. C'est aussi un podcast à soi aussi de Charlotte Bien-Aimée. Arte Radio. Exactement, je pense que c'est important. Il y a plein de témoignages, je pense, qui sont excellents, quoi. Je sais pas, là comme ça, c'est déjà bien. Est-ce qu'on peut regarder Oui. Ça peut être un documentaire aussi. Dernièrement, il y a le documentaire sur l'affaire Heard Depp qui est sorti, qui est vraiment édifiant sur. Tout à fait. C'est ça. Qui est vraiment édifiant sur comment est-ce que les réseaux sociaux ont participé justement à faire en sorte que Heard soit dans une position très défavorable et soit très clairement harcelé en ligne. Ça, c'était vraiment un documentaire que j'ai regardé qui est vraiment primordial. J'ai pensé là tout d'un coup, on a un podcast Amnesty, qui s'appelle We Made It. Et on a fait un podcast spécifique sur la question de la lutte sur le droit à l'avortement en Argentine. Et qui est vraiment super, et donc qui montre toutes les étapes qui a eu lieu en Argentine, parce que ça a été une longue bataille sur le droit à l'avortement dans le pays, et donc avec des témoignages de femmes, etc., qui racontent toutes les manifs. Et donc c'est aussi, là c'est question de ce qu'on entend aussi, ces manifs, et il faut se rendre compte que, bon là, aujourd'hui, la manifestation était pluvieuse, etc., mais sinon, les manifestations pour la défense des droits des femmes, c'est des manifestations où on chante, où il y a une vraie solidarité, de sororité, etc. Et c'est des moments collectifs qui se font du bien aussi. Et moi j'ai pensé comme petite ressource, c'est une ressource que j'aime beaucoup. C'est pas forcément une ressource très classique, mais c'est une petite vidéo qu'on a sur YouTube qui est sur le thème de la sidération. Et la sidération, donc c'est un mécanisme que mettent en place les victimes de violences, qui les empêche de bouger quand elles subissent la violence. Et en fait, c'est une vidéo qui explique pourquoi est-ce que les victimes ne peuvent pas réagir, notamment quand elles subissent, par exemple, un viol ou quand elles subissent des violences conjugales. Et en fait, avec cette vidéo sur la sidération, ça explique et ça permet de battre un petit peu les clichés sur pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie, pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit, etc., etc. Et c'est un mécanisme qu'on ne connaît pas forcément, mais qui mérite d'être connu. Très bien, merci pour tous ces conseils de lecture, d'écoute ou de visionnage. Et surtout, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Si on veut retrouver vos actions, on peut aller sur le site d'Amnesty. Du coup, ça doit être amnesty.fr. Oui, c'est ça. Ok. Et Eulalie, vous parliez de l'association pour laquelle vous travaillez. Oui, c'est une association qui donc fait de l'accompagnement pour les femmes victimes de violences conjugales, accompagnement juridique et psychologique, qui est basée dans le 14e arrondissement de Paris. L'association s'appelle Elles Imaginent.
elles imaginent. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, on peut vous suivre comme ça et suivre vos prochaines actions. Un grand merci à toutes les deux. Un grand merci à vous qui nous avez regardés très silencieusement dans le chat. Parce qu'on était quand même nombreux et nombreuses, hein, il faut le dire. Mais voilà, vous pourrez retrouver cet échange en replay sur notre chaîne YouTube très très bientôt. Donc si vous avez raté, ce sera possible de revoir. Bonne soirée à tous et à toutes et bonne soirée à vous deux. Merci. Merci, à bientôt.